Bonsoir, bienvenue dans le 19-20. Voici les titres de nos différentes éditions ce soir. À 19h30 dans le journal de la rédaction nationale, il sera question de la polémique qui enfle sur les rythmes scolaires. La droite en fait un élément de campagne pour les municipales. Les maires demandent une remise à plat du financement et les parents parlent de la fatigue des enfants. Une réunion de travail sur ce thème avait lieu à l'Élysée ce matin. Dans le journal régional, l'augmentation très importante des tués sur les routes des Deux-Sèvres. Sur le seul mois de septembre, il y a eu 6 morts contre 0 en septembre 2012. Les comportements des automobilistes sont en cause. Les municipales à La Rochelle et la gauche devra passer par des primaires ouvertes pour désigner son candidat à la succession de Maxime Bonneau. La direction nationale du PS en a décidé ainsi. Nous en parlerons avec le premier secrétaire fédéral de Charente-Maritime, Michael Vallée, qui est notre invité ce soir. Les Jeunes, c'est le nom du spectacle qui va ouvrir la saison culturelle à Niort. C'est un mélange de rock et de théâtre qui raconte l'histoire de 2 groupes de bébés rockers. Et puis dans une vingtaine de minutes, ce sera l'édition de France 3 Atlantique. On retrouve Pascal Foucault à La Rochelle pour le sommaire. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sophie, ce soir dans l'édition Atlantique, nous vous emmènerons au salon Atlantica. C'est le salon de l'hôtellerie de plein air qui se tient en ce moment même ici au parc exposition de La Rochelle. Nous irons également à Rochefort où là-bas aussi 2 candidats socialistes sont en lice pour les prochaines municipales. La seule différence, c'est qu'ils se départageront par une primaire classique. Et puis nous mettrons le cap sur le festival du film éco-citoyen Écran Vert qui se tient à partir d'aujourd'hui sur toute l'agglomération rochelaise. Alors, à tout à l'heure. Merci Pascal et à tout à l'heure. Une image pour commencer ce journal, celle d'une marche silencieuse il y a quelques dizaines de minutes à Noirterre dans les Deux-Sèvres. Près de Bressuire, les proches du jeune Gaëtan, un vététiste de 17 ans fauché par une voiture samedi après-midi, se sont rassemblés avec des anonymes. Au total, près de 200 personnes venues rendre hommage au jeune garçon et exprimer leur douleur. Le chauffard, vous le savez, a pris la fuite après l'accident. Pour l'instant, l'enquête continue. Image signée Cédric Cottaz. Et la route dans les Deux-Sèvres plus meurtrière que jamais. Un bilan dressé par la sécurité routière montre que sur les 3 premiers trimestres de l'année, on a déjà dépassé le nombre total des tués en 2012. Un relâchement des comportements aux conséquences dramatiques. Sur le seul mois de septembre, il y a eu 6 morts sur les routes alors qu'il n'y en avait eu aucun en septembre 2012. Luc Barré et Cédric Cottaz. Un mois de septembre 2013 très meurtrier sur les routes des Deux-Sèvres. 5 accidents mortels ont été comptabilisés ces 30 derniers jours. Des accidents qui ont fait 6 morts. À la même époque, en 2012, ce chiffre était de 0. Ces accidents mortels ont eu lieu dans leur grande majorité en zone gendarmerie. Pour cette année qui n'est pas encore terminée, ils sont en augmentation, 26 en 9 mois contre 23 en 2012, soit une augmentation de 13%. Le nombre des tués est aussi en augmentation, 29 tués contre 26, soit une évolution de 12%. Les victimes sont essentiellement des hommes à 70% et des conducteurs, 80%. Ces accidents mortels ont lieu 8 fois sur 10 le jour et principalement sur les routes départementales. Enfin, les causes de ces accidents restent notamment l'alcool et la vitesse excessive au volant. Ces chiffres restent importants alors que l'année 2013 n'est pas encore terminée. Au niveau national, le gouvernement entend bien continuer ses opérations de prévention et de répression pour atteindre un objectif de moins de 2000 morts sur les routes de France en 2020. Et dans la Vienne, le week-end dernier, les contrôles de police et de gendarmerie ont relevé près de 200 infractions aux limitations de vitesse, 26 alcoolémies positives, 8 conducteurs avaient consommé des stupéfiants. Il y avait aussi plus de 150 autres infractions telles que le téléphone portable au volant. Le collectif Poids-de-Vin, d'ailleurs nous sommes d'ici, qui regroupe plusieurs associations, syndicats ou partis politiques, organisé comme chaque mercredi une marche de soutien devant le palais de justice de Poitiers. Une 50aine de personnes y participaient. D'habitude, les rassemblements visent à soutenir les sans-papiers. Cette fois-ci, c'était plus particulièrement les Roms que le collectif souhaitait soutenir après, je cite, les déclarations haineuses de Manuel Valls stigmatisant l'ensemble d'une population. Fin de citation, image signée Romek Gaziorowski. Il y aura donc bien des primaires ouvertes à La Rochelle pour désigner le candidat de la gauche à la succession de Maxime Bonneau pour les prochaines municipales. Les militants et les sympathisants de gauche pourront voter. C'est la direction nationale du Parti socialiste qui a tranché, sans doute pour couper court aux dissensions qui commençaient à apparaître. On va en parler dans un instant avec notre invité, le premier secrétaire fédéral du PS de Charente-Maritime. Mais d'abord les explications de Gauthier Casassu.
Pour départager les deux candidats, Jean-François Fontaine et Anne-Claire Jaumouillet, la primaire sera ouverte. Elle ne concernera pas les seuls militants encartés, mais tous les sympathisants de gauche. Chaque votant devra verser 1 euro, signer une charte d'engagement dans les valeurs de gauche et de soutien à celui qui aura été choisi lors de la primaire. Épreuve imposée avant l'élection, chaque candidat doit réunir des parrainages pour se présenter, ceux de 20 militants socialistes et de 400 électeurs rochelais, et ce dans un délai très court avant le 14 octobre. Enfin, pèseront peut-être dans la balance les résultats d'un sondage Sofres réalisé il y a une quinzaine de jours, dont pour l'instant rien n'a filtré. Bonsoir Mickaël Vallée, vous êtes le premier secrétaire fédéral du PS de Charente-Maritime. Alors vous n'étiez pas partisan des primaires ouvertes, est-ce que vous avez perdu un point aujourd'hui? Alors je ne sais pas où vous pouvez trouver une déclaration disant que je n'étais pas partisan des primaires ouvertes. Ça a été proposé et évoqué il y a plusieurs mois, et moi il y a bien des mois, preuve à l'appui je pourrais vous les ressortir, que j'ai fait savoir ma disponibilité en tant que premier fédéral pour les organiser. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense qu'on ne perd pas de points de manière globale à organiser les choses de manière la plus sereine possible. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu un vote en section qui nous aurait permis de revenir dans une procédure ultra classique à La Rochelle, mais ce qui est important, c'est que la gauche socialiste ne sera pas divisée au mois de mars, n'en déplaise à la droite qui se frottait probablement déjà les mains. On a un peu l'impression, le sentiment que les camps qui se sont opposés lors des législatives de 2012 sont toujours là, entre Anne-Laure Jaumouillet, une candidate plutôt légitimiste, proche de Maxime Bonneau, et puis Jean-François Fontaine, qui est un ami d'Olivier Falorni. La meilleure chose que je puisse vous répondre, c'est ce qu'a dit le secrétaire de section de La Rochelle dans le journal la semaine dernière, c'est qu'il ne faut pas chercher constamment à étiqueter les militants socialistes rochelais comme étant d'un camp ou d'un autre, qu'il y en a qui ne sont ni l'un ni l'autre, et la meilleure preuve, c'est lui-même, Fabien Brulé. Ensuite, c'est très pratique sur un plan médiatique parce que ça simplifie la réflexion de dire il y a des gens qui sont d'un camp proche d'une personne ou proche d'une autre personne. Le fait est que la réalité est beaucoup plus complexe et que cette section qu'on nous a présentée d'une façon il y a 2 ans, elle a voté au congrès du Parti socialiste au mois de novembre 2012 d'une façon, elle a ses instances qui sont composées et contrairement à ce qui a pu être dit, et c'est très important de le souligner, elle fonctionne bien, elle n'a pas perdu de militants, elle en a même gagné un peu et elle est toujours sur le terrain comme elle a été de manière essentielle pour la campagne présidentielle. Alors la réalité, c'est aussi que Jean-François Fontaine est très proche d'Olivier Falorni. En acceptant le principe des primaires ouvertes, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la direction du Parti socialiste a voulu éviter une réédition des divisions désastreuses des législatives ? Alors il y avait une façon d'éviter les divisions, c'était de se conformer aux statuts tels qu'ils étaient, même si la décision qui est prise là est parfaitement prévue dans les statuts et dans nos circulaires, c'était d'organiser un vote en section. Nous n'avions qu'une candidate pour le faire. Bon, la direction nationale a pris ses responsabilités, nous nous sommes calés tous ensemble, les candidats, la fédération, le national, et aujourd'hui nous avons un accord pour organiser ces primaires. Donc il faut aller de l'avant, et vous savez, pour énormément de militants, et moi je le crois aussi, juin est très loin derrière nous, et nous laissons de côté l'épisode législatif pour nous concentrer sur les enjeux de demain. Rapidement, les primaires ouvertes, ça veut dire que des sympathisants de gauche peuvent voter. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation du résultat ? Il y a toujours un risque dans un vote, mais nous sommes là pour le garantir. Il faut se déclarer de gauche, signer une charte d'engagement, payer 1 euro pour l'organisation. Je vois mal comment les électeurs de droite pourraient avoir envie de troubler le jeu à ce point-là. En tout cas, s'ils sont fondamentalement de ce bord-là, ils ne sont pas les bienvenus pour les primaires, mais sont des primaires ouvertes à tous les sympathisants de gauche qui veulent faire réussir La Rochelle comme elle a réussi jusque-là. Merci beaucoup, Mickaël Vallée, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste de Charente-Maritime et maire de Marennes. Merci beaucoup. Hervé Coinon ne sera finalement pas poursuivi pour son intrusion dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Civaux. Le parquet de Poitiers a décidé de classer l'affaire. Le procureur a estimé que les faits n'avaient pas eu de répercussions et que c'est surtout l'état psychologique de l'auteur qui posait problème. Hervé Coinon se fait appeler le poète escaladeur. Du mouvement dans le monde du nautisme de Charente-Maritime, le groupe Finlock vient de racheter le chantier Guimarine et ressuscite la marque White Shark qui dormait depuis des années. Pour les acheteurs, cette double opération devrait créer des perspectives commerciales et sans doute à terme permettre la création de 25 emplois. Olivier Rioux et Patrick Messner. Lendemain de grands pavois au chantier Guimarine sur Oléron. Dans son escarcelle ou plutôt dans ses entrepôts, un nouveau bateau. C'est sur le Salon Rocher d'ailleurs que cela s'est officialisé. La marque oléronaise a racheté celle du célèbre requin blanc.
détenu jusqu'alors par le groupe Pont-Saint-Yacht. White Shark fêtera ses 20 ans cette année, et conjointement Guimarine fêtera ses 30 ans. C'est sûr que la promesse et l'attente en termes de qualité, en termes de produits de la part du plaisancier est très très haute. 50 ans d'expérience à deux et toute la production ramenée sur l'île. Cela détonne dans un paysage où 90% de la production de bateaux en Europe est fabriquée en Pologne. C'est une belle opportunité de pouvoir travailler sur de nouveaux modèles, sur une nouvelle marque qui a un certain prestige. Oui, c'est une belle opportunité. Et puis de pouvoir faire travailler l'outil de production à 100% de Guimarine. Et puis une reconnaissance du savoir-faire Guimarine. Deux noms, deux marques bien distinctes sous la même bannière désormais. De ce chantier doit sortir 25 White Shark et 90 Guimarine cette année. De quoi bien occuper les 18 personnes du chantier. D'autant qu'il faut déjà préparer le rendez-vous 2013. Le nautique de Paris en décembre prochain. On a le souhait de renouer avec la mémoire de White Shark, incarnée par fût André Doxin, à travers donc le lancement d'une série limitée et un événement qui, j'espère, sera à la hauteur des espérances. À peine le Grand Pavois fini, la double marque, désormais oléronaise, débarque cette semaine sur la côte canoise. Elle a été sélectionnée pour le lancement européen des nouveaux moteurs Honda. On appelle ça être bien ancré dans la place. Drôle de situation pour les viticulteurs adhérents de la cave coopérative du Haut-Poitou. Qu'elle soit liquidée ou non, les vendanges doivent avoir lieu et le vin doit bien aller quelque part. Mais il n'y a pas beaucoup de solutions et dans les vignes en ce moment, c'est plutôt l'inquiétude. Anne-Marie Baillarger et Laurent Gauthier. Ces récoltes de raisins auraient pu rester sur les ceps de vigne si des accords n'étaient pas intervenus entre la cave du Haut-Poitou et des coopératives de la région ou du Val-de-Loire. On a établi un contrat avec la société Ampélidé pour justement, et on a mis à disposition le site de la cave du Haut-Poitou pour cette société de façon à pouvoir collecter le raisin et le vinifier sur notre site, mais pas au nom de la cave coopérative bien évidemment, au nom d'Ampélidé. La cave du Haut-Poitou a été placée sous la responsabilité d'un administrateur judiciaire il y a seulement quelques jours, alors que les vendanges allaient commencer. La panique s'est emparée de la dizaine de viticulteurs restés adhérents. Jacques Yvet possède 7 hectares 40 de vignes. Il y a 8 jours, il ne savait pas où livrer son raisin. Au dernier moment, il a pu s'engager avec la société Ampélidé. Là, on était un petit peu dans le vague, on ne savait pas trop où mettre notre vendange. On a continué à vouloir le suivre parce qu'il s'engage à faire de l'appellation contrôlée et qu'il est bien dommage, après s'être battu pendant 20 ans pour l'avoir, de perdre cette appellation et d'aller livrer au Val-de-Loire. J'ai rien contre le Val-de-Loire, mais d'aller livrer sous l'appellation Vin de Pays dans le Val-de-Loire. Je trouvais ça un petit peu dommage. Aujourd'hui, c'était le premier jour de vendange pour les Sauvignons. Tout à sa récolte, Jackie vit un cauchemar, la météo néfaste pour ses raisins et une appréhension, la fermeture définitive de la cave coopérative. Il s'inquiète déjà pour sa vendange 2014. En sport, défaite du Poitiers Basket 86 hier soir au Portel en championnat de France de Pro B 80-82. Une défaite avec un air de déjà-vu. Comme lors de nombreux matchs la saison passée, les Poitevins ont mené pendant 39 minutes et ont lâché prise dans les dernières secondes du dernier quart-temps. Prochaine rencontre vendredi soir à Saint-Éloi contre Fos-sur-Mer. Un nouvel album d'Astérix vient de paraître. C'est le 35e volume des aventures du Gaulois à moustache qui est passé chez les Pictes cette fois-ci. Les Pictes, peuple gaélique qui serait à l'origine de la fondation de Poitiers. Mais l'album se passe entièrement en Écosse et en Irlande. C'est aussi une nouvelle génération puisque les dessins ont été faits par de nouveaux auteurs, mais supervisés par Uderzo. On écoute la fille de René Goscinny. C'est un album qui s'inscrit dans la collection, c'est-à-dire que c'est un album qu'on pourra prendre dans la bibliothèque et le reposer sans se dire qu'il marque une rupture ou sans qu'il y ait de clivage. Vous voyez, c'est un album dont la transition s'est faite en douceur et je trouve que ça se sent. Entre concert rock et pièces de théâtre, Les Jeunes, c'est le titre du spectacle d'ouverture de la saison culturelle du théâtre de Niort. Les représentations auront lieu demain et vendredi. Les Jeunes racontent l'histoire de deux groupes de bébés rockers, une façon d'aborder cette période parfois tourmentée qu'est l'adolescence. Élodie Gérard et Francis Tabuteau. Côté face, il y a les Schwartz. Ils ont 12 ans et se prennent pour les Sex Pistols.
Côté pile, les mêmes, version fille à fleur de peau, les Pinkett. Mon cœur, il est trop automatique. C'est l'histoire de ces deux groupes de bébés rockers que cette pièce raconte. Les jeunes parlent des adolescents et de leurs nombreux tourments. Parce qu'à 12 ans, on est condamné à l'amour platonique. Mais non, pas du tout. Faut ouvrir les lèvres, garçon, là. Les sentiments des adolescents sont très très vifs, c'est que des premières fois, il y a une espèce de foi dans les choses, il y a une croyance, il y a un romantisme, il y a à la fois une insouciance, un esprit de sérieux très poussé et en même temps une grande débilité. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le terme de bébé rocker? Ah, pas du tout. Alors là, pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors... Pour interpréter ces filles et ces garçons en pleine crise existentielle, 3 comédiennes qui sans cesse passent de Schwartz à Pinkett. Franchement, c'est très agréable d'avoir le double, voire le triple d'un adolescent et de les pomper, mais c'est de l'intérieur que ça se passe en fait. Ils sont très fragiles. C'est des rockers quand même. Puis on l'a quand même été adolescent, on se souvient quand même un peu. Enfin, ouais. Quand on y pense, on se souvient de certains trucs. Encore un peu adolescent quand même. Ouais. On est en tournée là, on est ados. Ouais. Si Les Jeunes est indéniablement une pièce pour ados, elle n'exclut pas les parents qui pourront aussi rire de leur travers. Et ça s'habille comme une petite fiotte, là! Été comme hiver, avec le pognon que ça vient gratter à ses vieux, en tirant une tronche de miséreux. Pourrait s'acheter quoi? La fripe de dandy, 3 tailles trop basses. Tu lui compresses les couilles et le cul, et des grolles de Macron, à 12 piges! C'est la fin de cette édition. Tout de suite, les prévisions météo et l'édition de France 3 Atlantique. Demain à midi, Sandrine Leclerc. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Très bonne soirée. À demain. Merci. Au revoir. L'info régionale continue sur France3.fr.